La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce mardi, une nouvelle baguette de pain bientôt sur le marché. Elle allie pour le goût, douceur et tendresse. C'est un mélange opéré avec succès par la Société Générale des Moulins du Togo et déjà fort apprécié par les consommateurs. Un chèque pour participer à l'effort de guerre contre la pandémie à coronavirus au Togo. L'Union européenne octroie un peu plus de 6,2 milliards de francs CFA au gouvernement togolais. Les précisions dans cette édition. Et puis ces chiffres en hausse ces derniers jours, 19, 27, 29, 35, rien à voir avec la Lonato. Ce sont des cas confirmés au Covid-19 enregistrés en une seule journée. Comment comprendre l'augmentation des cas de Covid-19 de ces derniers jours? Explication à suivre dans ce journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. C'est un mélange pour plus de tendresse et de douceur. La Société Générale des Moulins du Togo produit désormais un autre type de pain, une baguette à partir de la farine du blé et de la farine du maïs. Le ministre Kodjo Adedje, en charge de la promotion de la consommation locale, a apprécié ce matin le résultat. Présentation, dégustation, impression de Douaré. Des pains issus de deux farines, le blé et le maïs. La Société Générale des Moulins du Togo est dans un processus d'incorporation des farines locales dans les produits de boulangerie. Il s'agit désormais de proposer à la population des farines mixtes issues d'une combinaison de céréales. Le ministre du Commerce, accompagné du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et du président du groupement des industries du Togo, a eu droit à une séance de dégustation. Depuis déjà un mois, nous travaillons avec les grands moulins pour pouvoir intégrer la farine de maïs dans la farine du blé. Et aujourd'hui, nous sommes là justement pour aller au résultat. Le résultat, c'est de voir ce mélange farine de blé et farine de maïs, quels sont les produits qu'on pourra obtenir. Nous venons de nous rendre compte, madame, que nous avons des pains de qualité, des gâteaux, Africa Tennis, etc., et que nous apprécions même au-delà des pains traditionnels que nous obtenons à base de farine de blé. Le protocole mis en place en ce qui concerne le mélange a été testé, donc ça respecte les normes requises. Et ils viennent de nous confier qu'ils ne s'arrêteront pas à ce mélange farine de blé avec farine de maïs, mais ils iront vers d'autres céréales, notamment peut-être le mil, le sorgho, le manioc, pour créer des chaînes de valeur sur ces produits-là et permettre également d'améliorer le quotidien des producteurs. C'est l'occasion pour nous, pour le gouvernement, de féliciter le directeur général de SGMT avec son équipe qui ont fait donc un travail formidable. La société fonctionne aujourd'hui avec plusieurs producteurs pour une consommation interne de plus de 80 000 tonnes. Il y a quelques jours, nous avons été visiter une usine de maïs donc, qui permet d'avoir une production importante par rapport à l'intégration de la farine de maïs dans notre farine de blé. Et dans ce cadre, en fait, nous avons décidé de créer une farine qui s'appelle la farine donc, togolaise, puisque la SGMT fabriquait
existait avant la farine française, la farine anglaise. Et donc là, nous avons décidé de créer une farine à base de blé, mais aussi de farine de maïs. Nous travaillons aussi avec les petits producteurs de céréales, notamment manioc, céréales aussi de maïs, de gari, et puis toute autre céréale aussi produite localement. Et dans cette démarche-là, nous les accompagnons pour déjà en termes de production, c'est-à-dire qu'ils puissent se moderniser. C'est le fruit d'une coopération entre le ministère en charge du commerce et la SGMT. Une coopération qui renforce la consommation locale, crée des chaînes de valeur et permet aux producteurs de trouver des débouchés à leurs produits. En mettant en place un département en charge de la promotion de la consommation des produits locaux, c'est de pouvoir faire en sorte que toute la production qui est boostée aujourd'hui par toutes les mesures incitatives qui ont été mises en place jusqu'à la mise en place des agropoles, c'est de pouvoir transformer sur place justement les différents produits qui ont été sortis de nos différents producteurs. Nous profitons de cette occasion pour dire merci et bravo. Bravo donc aux Grands Moulins du Togo qui désormais se sont lancés justement dans un mixte à la demande effectivement de l'autorité du commerce et de l'industrie. Le gouvernement promeut de plus en plus la consommation locale et la valorisation des produits agricoles. L'appui des sociétés industrielles de transformation vient à point nommé. Je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, c'est en CFA, un peu plus de 6,2 milliards de francs. Donc, le franc CFA, c'est le montant du chèque que l'Union européenne a remis ce mardi au gouvernement togolais. C'est au titre de son premier décaissement pour le compte de l'année 2020. À quoi va servir tout cet argent? Eh bien, on voit ça avec Marie-Ange Vida. Décaissement anticipé d'un appui budgétaire de l'Union européenne en faveur du Togo, 6 milliards 230 millions de francs CFA, signe des progrès et de la promptitude du Togo dans sa stratégie de riposte contre le Covid-19, mais aussi pour soutenir le gouvernement togolais dans les actions multiformes qu'il a engagées. Dans ce contexte de crise, l'Union européenne a décidé d'accorder une forte flexibilité aux règles de l'appui budgétaire. Ceci réfléchit à la fois notre confiance et les progrès réels réalisés par le Togo. Le décaissement anticipé confirme l'engagement de l'Union européenne à soutenir le gouvernement togolais et les finances publiques avec un mécanisme rapide et efficace. Ces tranches étaient initialement prévues pour novembre 2020. L'appui budgétaire de l'UE vise à soutenir directement les multiples actions que le gouvernement a adoptées pour mitiger la propagation et l'impact de la pandémie sur la population. Je pense en particulier au programme de transfert monétaire Novici et la gratuité de l'eau et l'électricité pour la tranche sociale. De même, nous espérons que cet appui budgétaire puisse permettre de finaliser rapidement les actions les plus urgentes, comme la construction et la réhabilitation des centres de santé. Ce décaissement de l'appui budgétaire dénommé Contrat de consolidation de l'État du Togo phase 3 est au titre de l'année 2020. Le Togo en est ravi et remercie. Il m'est particulièrement agréable, au nom du gouvernement togolais et à mon nom personnel, de réitérer nos vifs et sincères remerciements à l'Union européenne pour sa contribution remarquable et fort appréciée au développement du Togo à travers les opérations d'appui successifs du Fonds européen de développement et tout particulièrement en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Le présent décaissement est soutenu par la réalisation satisfaisante des critères d'éligibilité et des indicateurs de performance approuvés dans le cadre du programme afin de répondre à l'urgence sanitaire et socio-économique causée par la pandémie. Outre la situation d'urgence liée à la crise sanitaire, la décision du décaissement a tenu compte des progrès enregistrés dans la mise en œuvre des réformes en matière de gestion des finances publiques,
politique économique, décentralisation, amélioration du climat des affaires et système des statistiques. Je voudrais, au nom du chef de l'État, Son Excellence Faure Eswazimna Gnassingbé, exprimer la gratitude du peuple togolais à l'Union européenne pour ses contributions multiformes au développement socio-économique du Togo et particulièrement à la lutte contre la pandémie du Covid-19. L'appui budgétaire fait partie du package Team Europe en réponse à la crise Covid-19. Un deuxième décaissement à hauteur de 4,9 milliards de francs CFA est prévu dans les prochains jours. Écoutez ce communiqué de la présidente de l'Assemblée nationale qui informe les honorables députés que la 6e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le jeudi 4 juin 2020 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Bientôt, réhabiliter le poste de brigade forestière de Kalaré. C'est en pleine forêt dans le parc Fazao Malfakassa. Les travaux viennent d'être lancés, mais pour combien de temps et combien cela va coûter? Les précisions désirées à l'origine. D'ici à 4 mois, sur ce site de Kalaré, dans le parc Fazao Malfakassa, sera matérialisé un poste de brigade forestier, une contribution de l'ONG Organisation pour le développement et l'incitation à l'auto-emploi, ODIAE. L'enjeu, œuvrer à renforcer la résilience des aires protégées du Togo face au changement climatique, la lutte contre la déforestation, une vision en somme de l'ONG qui lance les travaux de construction du poste. Cette activité d'aujourd'hui s'inscrit dans l'objectif renforcer la surveillance des aires protégées du Togo. Et comme la surveillance demeure une des fonctions essentielles pour la pérennité des aires protégées, il est prévu un certain nombre d'activités, dont la construction de 3 brigades, et dont la brigade de Kalaré, à travers cette activité, de créer des conditions très favorable pour les éco-gardes et les responsables de l'administration forestière pour mener à bien cette activité de surveillance au niveau du parc Fazao Malfakassa. Il y a la réhabilitation de la piste à travers l'approche IMO, 50 km, et à ce jour on est allé au-delà, et ça avec les communautés riveraines, Fazao, Kalaré, Sakalaoudé et de l'autre côté Bounako. Et également il y a eu l'équipement de l'administration forestière et au niveau du parc Fazao Malfakassa, ils ont bénéficié d'un véhicule 4x4 et de 2 motos. Et il y aura également la construction dans les jours à venir de la brigade de point de vue qui est de l'autre côté. Le parc Fazao Malfakassa, une ressource naturelle à protéger pour l'équilibre écologique. Il s'étend sur 192 000 hectares, environ 4% de la superficie du Togo. Il abrite 10 brigades forestières, 65 éco-gardes, un ensemble géré de façon participative. Nous sommes vraiment fiers de la réhabilitation de cette brigade. Le travail ira bien parce que le travail des éco-gardes au niveau du parc, c'est le tout premier travail qui doit faire venir des autres ressources par rapport au tourisme et encore d'autres revenus par rapport à la présence des infrastructures et des animaux, de la biodiversité du parc. Donc, la constitution des éco-gardes, c'est les gens que nous avons collectés au niveau des populations riveraines. Ce qui veut dire que ça répond déjà à cette affaire de gestion participative au niveau de ce parc, Fazao Malfakassa. Donc ce qui veut dire que le respect de cette gestion participative est assuré ici. Donc les retombées vont directement au niveau des populations riveraines qui en bénéficient aussi. La gestion durable de l'environnement, une préoccupation du gouvernement togolais. Les riverains du poste de brigade forestier de Kalaré ont un rôle à jouer pour plus d'impact sur le terrain, bénéfique en définitive pour eux. Si les ouvrages sont renouvelés, on est sûr qu'il y aura aussi les touristes qui vont passer dans notre commune pour la visite du parc. Donc c'est déjà aussi un atout pour nous de dire que si le parc existe, nous, la commune de Tchaoudjodou, nous avons aussi des ressources et on est content parce qu'il y a une ressource dans notre commune qu'on peut profiter de ça aussi par rapport à la visite
visite des touristes. Le programme PALCC de l'Union européenne, aujourd'hui sur son axe de protection environnementale, soutient le gouvernement togolais par la reconstruction de la brigade forestière de Kalari, prioritaire en 2 blocs A et B, site situé à 20 km de l'Amadessi. Bientôt verra donc le jour en premier sur les 3 retenus. Certains bungalows à la fin seront réservés au tourisme. Face au coronavirus, le projet sera matérialisé en respectant strictement les mesures et gestes barrières. Hier, rappelez-vous, c'était le 1er juin, la journée de l'arbre au Togo. Et le mot d'ordre, eh bien, c'est que chaque Togolais plante au moins un arbre. C'est fait par endroits ici et là. Direction ce soir, Bouladé, c'est dans la Soli. Pourquoi Bouladé? Eh bien, c'est parce que là, il y a un habitant qui plante aussi des arbres. Mais bien plus qu'un devoir, c'est une véritable passion pour lui. Regardez ce reportage réalisé sur place par Nestor Bouchou. Le paysage verdoyant et luxuriant se trouve à Bouladé, village limitrophe entre les préfectures d'Assoli et la Kouza. Il s'étend sur 10 hectares et est l'œuvre d'un homme. Badabo Kelem Tata, après un séjour de plusieurs années en Allemagne, a décidé de retourner au Bercail. Il est revenu avec une volonté, celle de planter des arbres pour arrêter l'avancée du désert. J'ai fait un constat que la nature commence par être détériorée. Les pluies ne tombent pas comme il se doit. Et puis, les sols ne sont pas productifs. Certains animaux commencent par disparaître. Certaines essences végétales également commencent par disparaître. Et quand je constate que cette nature elle est menacée, je me dis que chacun doit poser un geste, chacun doit poser un acte pour témoigner sa reconnaissance à la nature qui nous donne pratiquement tout. La nature n'est pas généreuse à l'infini. Elle donne ce qu'elle a, et si nous les humains, nous bafouons, elle ne sera plus en mesure de nous fournir ce dont nous avons besoin. C'est donc un homme à la recherche de la biodiversité qui s'est lancé dans une opération de reboisement. Et dans sa forêt en création, les plantes médicinales abondent en reconnaissance des soins dont il a bénéficié et continue de bénéficier. J'ai grandi dans un endroit où il n'y avait pas de pharmacie. On m'a soigné avec les feuilles et les racines. Donc j'ai eu un contact très étroit avec la nature, de laquelle on a trouvé les ressources pour vivre, pour nous soigner. Ouais, cette essence-là, c'est ce qu'on appelle Kizinzina. L'écorce sert à faire les cordes. Cette écorce sert en même temps à faire des décoctions pour traiter les plaies intestinales. Vous utilisez la branche pour le cure-dent au petit matin. Les feuilles aussi servent à faire des décoctions, surtout pour soigner les plaies intestinales. Tout à côté, il y a un autre, celui-là. Son nom cavier, c'est Hémon. On l'appelle généralement aussi Maoren. Et son nom scientifique, c'est Kaya senegalensis. Lui, vous voyez, il n'y a rien ici qu'on n'utilise pas. L'écorce est utilisée. Vous voyez les gens qui mettent son écorce dans de l'alcool, qui prennent, ça traite beaucoup de maux. Certes, on retrouve plusieurs espèces médicinales dans ce domaine, mais le planteur a misé aussi sur d'autres variétés. Dans son enfance, Badabo Kelem Tata a vécu au village. Il est donc bien imbu des valeurs de chaque espèce d'arbre du milieu dans lequel il a grandi. Mon idée, c'est quoi? C'est de partir des essences locales qui s'adaptent facilement au climat. Donc le néré a plusieurs vertus. Vous voyez le fruit du néré, la peau même sert à faire la peinture. Vous voyez au village quand on dame la cour intérieure ou à l'intérieur des chambres, c'est la peau du fruit qu'on malaxe avec de l'eau et puis on passe et ça donne une belle couleur rougeâtre. Ça c'est d'un ça. Quand vous prenez les fibres même du fil, on peut faire de la vannerie, on peut faire des paniers. Ça c'est de 2. De 3, à l'intérieur, le fruit même, vous voyez, il y a une partie poudreuse, jaune, qui est très comestible. Et puis c'est très nourrissant. Maintenant, le fruit lui-même, on utilise pour faire de la moutarde. Je vous dis, depuis près de 10 ans, je ne consomme plus du cube qu'on voit en ville. Il y a le caritier qui donne le fruit karité. Le fruit lui-même, il a aussi une peau qui est comestible. Et dans le fruit, on extrait de l'huile. Une huile
que traditionnellement en Kabia on appelle Nungvam, pour dire la belle huile, l'huile vertueuse. Le 1er juin a été institué au Togo comme journée de l'arbre pour lutter contre la dégradation de l'environnement. Avec ces actions, Tata y contribue. Certaines inspirations religieuses l'ont aussi convaincu dans ses aspirations. Je crois au paradis, c'est-à-dire la vie après la mort. Mais comme on a décrit comment le paradis est, là où c'est beau, il y a de la verdure, l'abondance y est. Mais je me dis que dans notre existence terrestre, on peut aussi avoir ce paradis et puis avoir un deuxième après la mort. Il y a aussi une image forte de la religion. Quand il y avait eu le déluge, le Seigneur a voulu sauver le monde. Il a pris une paire par essence. Et si vous regardez ici, vous allez retrouver l'arche de Noé. Je me dis que en ce moment où nous sommes là, où la nature est tellement menacée, c'est le déluge en question. Et puis je me dis, c'est un peu l'arche de Noé que je suis en train de construire. Tata fait partie d'une organisation, l'ADPT, Association des planteurs privés du Togo. Cette association a des antennes dans les chefs-lieux de région. Elle a pour objectif de partager les expériences entre les membres, de chercher des stratégies pour gérer au mieux leurs activités et de motiver les autres à planter pour faire du Togo une ceinture verte contre la désertification. Tata est un enseignant-chercheur à l'université de Kara. Il assume les fonctions de chef de la division affaires académiques. Actuellement également, il est le premier adjoint au maire de la commune Koza 1. Cette commune aura certainement besoin de son expertise en matière de reboisement. Voilà un exemple donc à suivre. L'actualité, vous vous en doutez, c'est aussi le Covid-19. Quelle est la situation chez nous à ce jour? Eh bien, à ce jour, de mardi 2 juin 2020, la situation ainsi que l'indique ce communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 445 avec 2 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 230 avec 15 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 202 et le nombre de décès est de 13. Communiqué de professeur Mustapha Midiawa. Arrêt, un moment ce soir sur les cas qui augmentent, je vous l'annonçais un peu en titre, avec des chiffres, vous vous rappelez, 19 enregistrés en une seule journée, 27, 29 et même 35 cas dans la seule journée du 16 mai. Comment comprendre cette augmentation exponentielle des cas ces derniers jours chez nous au Togo? Nous posons la question ce soir, les explications, Tiazim Nabaga. Le 11 mai 2020, à 16h58, le tableau récapitulatif indiquait 181 cas confirmés de coronavirus au Togo. Le 16 mai, 298 cas sont recensés, soit un bond de 117 cas en 5 jours seulement. Le 17 mai, la barre des 300 cas est franchie. Le 20 mai, à 19h, le tableau affichait 340 cas. C'est dire combien les chiffres s'affolent ces derniers jours. Le ministère de la Santé, la coordination nationale ont mis en place un système de surveillance de qualité. C'est justement ce qui permet donc de dépister systématiquement, en tout cas la majorité des voyageurs qui arrivent dans nos différents milieux et des cas probables, des cas suspects. Ça permet donc de dépister tous les cas positifs qui rentrent dans le pays. Le nombre doit être croissant parce que le nombre de cas dépistés est très élevé. Et parmi ces cas, nous avons des cas négatifs et aussi des cas positifs. C'est justement ce qui explique ce nombre croissant de cas que nous observons ces derniers jours. Parce que le Ghana a déconfiné et nos concitoyens qui sont dans ces milieux reviennent au bercail. Et vous savez, le nombre de cas a flambé au Ghana et donc eux, ils ont aussi la maladie. Et quand ils rentrent, et systématiquement, nous les prélevons, nous les mettons en quarantaine. Et c'est ce qui a expliqué que les cas ont augmenté ces derniers jours. En effet, avec 14 196 tests effectués à la date du 20 mai 2020, le Togo se place dans le top 10 des pays africains qui dépistent le plus par tête d'habitant. Derrière cette performance se trouve un système bien huilé qui fait ses preuves sur le terrain. Le Togo a un système de surveillance épidémiologique très sophistiqué que le ministère de la Santé pilote depuis des années, qui permet donc de donner des rapports journalièrement
C'est-à-dire que toutes les maladies à potentiel épidémique sont signalées et de façon quotidienne au niveau central. Sur le plan district, nous avons un point focal surveillance. Il est chargé donc de recueillir toutes les informations en ce qui concerne toutes les maladies à potentiel épidémique. Il envoie ce rapport au DPS, qui envoie ce rapport à la région. La région compile les rapports de tous les districts et envoie ça au niveau national. C'est ce niveau national maintenant qui informe l'opinion publique de l'état épidémiologique du pays. Ce qui permet donc de détecter ou du moins de comptabiliser tout cas qui puisse contaminer le pays. Ce travail de fourmi dans les différentes communautés est parfois mis à mal par certains voyageurs qui ne passent pas par le circuit normal. Cependant, le système permet de les rattraper. Tous les voyageurs, en tout cas qui passent par les frontières officielles, sont mis en quarantaine et dépistés systématiquement. Mais vous savez, nos frontières, quoique fermées, sont poreuses. Et donc, il y a des voyageurs indélicats qui passent par ces frontières poreuses-là et qui rentrent dans le pays. La majorité est signalée par les CVD, les CDQ, les chefs de canton, les chefs de village que nous avons mis à l'actif et nous les confions également. Nous encourageons la communauté, les leaders d'opinion à signaler systématiquement tout voyageur qui arrive dans nos milieux. Vous savez, si les frontières étaient systématiquement fermées, qu'il n'y ait pas de voyageurs, je crois que nous n'aurons pas tous ces cas que nous avons aujourd'hui. Nous prenons soin de ces voyageurs. Vous savez, et le gouvernement a mis les moyens pour que nous puissions les prendre en charge de façon globale. La nourriture, le savon, les papiers hygiéniques, payer les auberges, tout ça est pris en charge. Donc ce n'est pas mettre les gens en prison, loin de là. C'est protéger leur santé et notre santé. Et donc il est question en ce moment de les signaler pour éviter que ces voyageurs-là séjournent dans les communautés et contaminent un plus grand nombre, ce qui rendra la tâche plus difficile. Ces chiffres qui augmentent traduisent donc l'efficacité du système de surveillance épidémiologique mis en place, mais aussi la transparence qui préside la gestion de la pandémie au coronavirus au Togo. Ces cas qui augmentent devaient plutôt rassurer la population que le système que le gouvernement a mis en place marche très bien. Ça permet de détecter justement la majorité des cas. Et une fois détectés, le gouvernement prend le soin de les mettre en quarantaine, de les soigner efficacement et de les libérer juste après. Alors je tire chapeau au gouvernement pour tous les moyens mis à contribution pour que nous soyons arrivés à ce stade. Je crois que par la grâce de Dieu, nous viendrons à bout de cette épidémie. Pour venir à bout rapidement de la pandémie à coronavirus au Togo, il est annoncé une campagne de dépistage à grande échelle au sein de la population afin de disposer de données pour une application rationnelle des restrictions dans le contexte de l'urgence sanitaire. Face donc à la menace, seul le respect des gestes barrières reste l'arme la plus efficace. Abrite par exemple l'association des femmes épanouies pour le développement rappelle encore ces gestes. Le compte rendu des Aloy. Elles sont des personnes vulnérables à l'État, cibles pour une sensibilisation, leur parler du Covid-19 tout en leur donnant des informations pratiques afin de se protéger du virus virulent. Vulnérables, ces personnes sont très exposées. Une manière pour l'association des femmes épanouies pour le développement et ses partenaires d'apporter leur contribution dans la lutte contre la pandémie causée par le virus à couronne. Nous avons jugé bon de venir les sensibiliser. Les gens ignorent encore cette maladie, qu'elle existe bel et bien et que c'est une maladie grave. Une manière de leur dire que malgré qu'ils sont des personnes vulnérables, ils ne sont pas oubliés et d'attirer leur attention que tout le monde les aime et on pense à eux. Le CDIH et CDIA accompagnent la Fed dans cette sensibilisation avec pour objectif contribuer à couper la chaîne de transmission du Covid-19. Cette guerre s'est imposée à nous, pas à l'Afrique, mais au monde. Quelles sont les mesures d'accompagnement que nous devons faire pour bannir cette pandémie de notre quotidien? Nous encourageons le chef de l'État et son gouvernement pour cette démarche. Et ensemble, nous allons botter loin cette pandémie, loin de nous. Nous sommes des humains.
nous devons nous battre. Comme on l'a dit, après la pandémie, il faut passer au développement. Donc il faut encourager, sensibiliser ces personnes à une nouvelle attitude de changement de comportement et de manière et de pensée. C'est une action solidaire pour soutenir les efforts du gouvernement. AFED, CDIA et CDIH s'engagent donc pour agir en sensibilisant ces personnes vulnérables qui ont besoin d'un soutien. La seule arme aujourd'hui pour éviter le Covid-19 reste le respect strict des mesures et gestes barrières édictés par le gouvernement togolais. Je rappelle là que se referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir ou particulièrement depuis Bissau, en Guinée-Bissau. Et comme d'habitude, toujours fidèlement belle soirée. Prenez bien soin de vous.